Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Helloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Hier, un pote m'a envoyé une photo d'un vieux journal, le Courrier des Yvelines, édition du 12 avril 2006. Le genre d'archive qu'on se fera un plaisir d'exhumer quand, après avoir plié le podcast Jeu, j'aurais découvert un vaccin contre le cancer, battu Elon Musk dans un octogone sur Mars, on m'aurait retrouvé mort d'une overdose dans ma baignoire. Laurent Delahousse se fera un plaisir d'en parler assis sur un coin de table, poutre apparente. Sur ce journal en noir et blanc, on y voit ma ganache. Avec l'équipe des Benjamins du Vésinet, le titre 850 jeunes footballeurs au tournoi René Galtier. J'ai pas de souvenir précis de cette journée, mais ça m'en a ramené plein d'autres, l'époque des tournois. On le voit à ma tronche, tout chicot pas droit dehors, que j'étais heureux. Une dégaine de gamin qui ne sait pas encore ce que c'est vraiment la vie, la dépression, la clope, l'alcool et le sexe, mais qui est pas vraiment plus malheureux pour autant. Quand je fais un pas en arrière, ces tournois représentent pour moi la quintessence du bonheur. Une journée entière avec tes potes à jouer au foot, et peu importe qu'il faille se lever à 8h un samedi, peu importe qu'on attende 2h20 entre chaque match, on était juste content. La compétition, les victoires et les défaites, les genoux écorchés par le stabile, les hot dogs tièdes le midi assis par terre dans la gadoue, les liens qu'on soude pour l'éternité, du moins on y croit sur le moment, avec ses coéquipiers, ses potes, une médaille ramenée comme le plus rare des trésors en fin de journée, sans savoir que dans ces tournois ils se démerdent pour que tout le monde en ait une. C'était pas les matchs de championnat un peu redondants, c'était pas les matchs de coupe un peu trop stressants, c'était un moment hors du temps qui souvent annonçait les vacances, et qui très souvent avait un goût de vacances. C'était un âge en or, 11 ans, l'âge où on croyait qu'on allait être footballeur pro. On n'y croyait même pas d'ailleurs, c'était la seule issue, la seule raison pourquoi on était sur cette foutue terre. Je sais pas si je m'en suis un jour tout à fait remis d'ailleurs, de constater que j'étais nul. Et sur les 850 jeunes de ce 12 avril 2006, je vais pas être le seul à y croire. C'est ça qui était fou, la densité de rêve au mètre carré dans ces petits stades de banlieue. Alors bien sûr, pas tous, entre le petit gros fils du gardien qui était là car fils du gardien, le petit forcé de jouer au foot car prolongement des rêves déçus de son paternel, ceux qui se sont inscrits car tous les potes y allaient, mais quand même, parmi ces 850, une bonne poignée en rêvaient. Combien y sont parvenus? Aucun certainement sur ce tournoi René Galtier, mais finalement c'est pas si important. Ce qui est important, c'est qu'ils y aient cru, ne serait-ce qu'une journée. C'était notre Coupe du Monde à nous. Une compétition pleine d'enjeux et sans enjeux, des gamins qui donnent tout pour tirer vers leurs rêves, ou juste pour profiter, ou juste qui donnent tout car ils savent pas faire autrement. Des éducateurs, des coachs qui sont là et qui n'ont rien à gagner si ce n'est la joie de 850 gamins. J'ai refermé la photo de ce journal, j'ai ouvert une bière et je me suis lancé un match de FA Cup en me disant qu'elle était quand même assez loin cette époque. Au moment où je prononce ces mots dans le micro, je me dis que finalement, elle est quand même pas si loin. La preuve, je suis là et vous aussi vous êtes là. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Je le rappelle pour ceux qui auraient raté 2-3 des épisodes récemment, on s'intéresse maintenant au club malade, ceux qui décodent, même si parfois c'est pas tout à fait la cata sportivement. On va le voir aujourd'hui de l'autre côté chez nos voisins allemands, mais avant ça, pour m'accompagner dans cet épisode, notre globe-trotteur à nous, notre BHL, sauf que lui, son dada, c'est pas les théâtres de guerre, mais les streams pourris avec des commentaires bulgares et des femmes chaudes de ta région sur le côté. Ça va, Tom ? Ça va pas mal. Je me dis que finalement, les tournois, on aura peut-être plus affronté à quelques années près. Parce que j'ai joué dans le même coin, hein, donc finalement, Oui, ça c'est aurait été un vrai. peu, ça C'est aurait été vrai. comme les histoires de Leplat et, et Guzman. Il faudrait fouiller les archives. Il y a des chances qu'on soit retrouvé sur des tournois, à mon avis. Parce Tu que sur les rigoles ou quoi, plateaux, ça mec? prenait Tom, toute il a la... 12 ans et demi, frère. Ah bon, il est si jeune que ça? Bon, 98, hein. bah, ah ouais, j'avoue que ouais, non, c'était un peu en dessous. Ouais, mais tu vois, sur le fameux collet des Yvelines que j'ai retrouvé, ça allait des moins de 13 au poussin. Donc en Ah soi, bah, peut-être. Peut-être, mais moi en 2006, j'étais c'est devant possible. la finale de Coupe du Monde pour ma première, tu vois, donc on était encore loin. Ouais, bah ouais, moi aussi. Enfin, c'était pas la première, mais j'étais devant aussi en train de chialer. Vous l'avez déjà entendu avec lui pour le soutenir, le taulier, celui qui va bientôt appeler son fils Pierre et son hamster Sage, ou l'inverse. Val, ça va? Stonewise, le hamster, Stonewise. c'est comme ça qu'il s'appellera. J'ai une question pour toi, Jules, c'est qui René Galtier? J'ai tapé sur Google pendant ton J'en intro, ai je sais aucune pas idée. qui c'est. J'en ai aucune idée. Je suis pas allé chercher, mais il se trouve qu'en 2006, c'était déjà la 16e édition. Donc je pense Ah que ouais, c'est un d'accord. obscur. Parce que ce qui est dingo, c'est que quand tu tapes René Galtier sur Google, il y a que des avis de décès, mec. Mais alors c'est Galtier, T-I-E accent aigu. Mais Ah,
Mais Je c'est me possible que ce renseigne. soit un obscur maire du PEC ou de la région, hein. Je pense que c'est pas beaucoup plus que ça. Bon, lance Aucun ton intro et lien, puis comme ça, je regarde. aucun lien. Bon, on va arrêter de parler de René Galtier, les gars, et on va aller de l'autre côté de la Roure. C'est un club qui a fait rêver notre génération, un des premiers outsiders sexy et solides pour les trentenaires que nous sommes. On se remémore tous avec émotion les périodes Reus, Götze, Lewandowski, la tronche souriante de Klopp et le mur jaune assourdissant. Bien sûr, Dortmund, ce n'est pas que ça. Je ne parle que d'une période que les moins de 20 ans peuvent connaître, mais floue. Et on s'intéresse aujourd'hui, les gars, au club de la Ruhr, au Borussia Dortmund, car je pense que pour ses supporters, cette période que je viens d'évoquer semble un petit peu loin entre des résultats nationaux qu'on peut appeler très très tièdes et quelques brouilles internes et des mouvements au sein de la direction, le club mythique de Bundesliga est à la croisée des chemins en cette année 2024. Avant qu'on s'intéresse aux petits merdiers ambiants ou au moins aux altermoiements qu'il y a en interne, est-ce que l'un de vous les gars peut se lancer sur, comme on en a l'habitude, un petit rappel historique pour voir d'où on parle? Absolument. Donc, bon, bah, Val nous parlera de la région de la Ruhr, mais bon, je vais vous parler de la création du club en 1900. Enfin, remonter un petit peu avant la date officielle, mais 40 jeunes de l'église catholique de la Sainte Trinité. Ils se retrouvent dans un petit resto à Dortmund, tu vois, il y a la petite bière tranquille parce que tu as le droit après l'église, pour parler d'une création d'un club de foot, parce que bah, ils ont des petits problèmes avec le chapelain Hubert Dewald, un responsable des activités de jeunesse. Ça fait 3 ans, tu vois, à partir de là, que les jeunes ils jouent au foot et à chaque fois ils sont diffamés par l'église. Ils n'ont pas le droit de jouer à ce sport de con. Bah, preuve que 100 ans plus tard, ça n'a pas changé. Vice-président de l'époque, il annonce que c'est plus tenable de jouer dans ces conditions-là et qu'il faut tenter de créer un club local avec les ouvriers et les autres qui travaillent dans les mines à cette époque-là. Dewald, il va essayer avec ses adeptes d'empêcher la création de ce club, mais il n'aura pas de succès et le club va se créer en 1909 avec 18 jeunes, hein, parce qu'il y en a quand même une vingtaine qui ont eu un peu peur du petit père castor de l'église. Et finalement, avec un milieu ouvrier, ils vont créer le BV Borussia Dortmund. Donc BV, un peu comme Rasenballsport, c'est ballon, c'est sport de balle en allemand. Et Borussia, ça vient du nom du bar local, d'un nom un peu prusse. Mais je pense qu'on a un peu plus sur la région locale de la part de Val. C'est bien, au moins on a l'explication du Borussia, question que je me suis souvent posée quand j'étais gamin. Donc en fait, c'est juste le nom d'un bar. Ouais, comme J'ai hâte de Mönchengladbach créer finalement. avec, ouais, j'ai hâte avec vous les gars de créer, le Paris Balto Club. Maintenant qu'on a l'explication du Borussia, c'est une région particulière, la Ruhr. Val, tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette terre de football. Ouais, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, déjà, je voulais vous informer que René Galtier faisait partie du comité de direction du district des Yvelines. C'est Ah, probablement comme c'est ça Ah bah pour qu'il a oui, donné ça. son ah nom. bah oui. Voilà. Et puis surtout, je voulais qu'on fasse un petit point culturel pour comprendre un petit peu l'identité locale du club de Dortmund et de ses supporters. Alors Dortmund, qui est donc situé dans la région de la Ruhr, comme tu viens de le dire, Jules, qui tient son nom du fleuve qui la traverse et qui est une région du nord-ouest de l'Allemagne, à proximité des frontières belges et françaises. Alors, je voulais vous présenter un peu cette région parce qu'elle joue un rôle qui est assez important dans le fonctionnement du pays à travers plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est évidemment économique, notamment en raison de la première révolution industrielle au 19e siècle, puisque c'est une des régions qui s'est très fortement appuyée sur la richesse de ses sols et notamment de ses nombreuses mines de charbon, pardon, qui ont principalement servi par la suite au développement des aciéries de la ville, qui étaient assez nombreuses. Et évidemment, ce développement économique a aussi servi au développement militaire du pays, puisqu'au 19e et au 20e siècle, la Ruhr a beaucoup contribué à l'essor du complexe militaro-industriel de la Prusse puis de l'Allemagne, notamment grâce à l'acier qui était développé dans ces fameuses aciéries, et au développement tout particulier de canons qui étaient beaucoup plus efficaces que ceux de l'époque, notamment grâce à l'acier. Donc que ce soit dans la guerre franco-prussienne de 1870 ou dans les deux conflits mondiaux, bah, la région va jouer un rôle déterminant dans l'effort de guerre et aussi en payer un peu forcément les conséquences, puisque bah, quand on est un lieu un petit peu stratégique comme ça du complexe allemand, et ben évidemment on se fait cibler par les bombardements. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle une majeure partie des clubs de la région a dû se reconstruire et repartir de zéro à partir de la Seconde Guerre mondiale, et le Borussia Dortmund fait partie de ces clubs-là qui ont dû évidemment se renouveler
après ce très gros conflit. Donc là, ça, c'était les 2 premières raisons, économiquement, militairement. Troisième raison qui montre l'importance de cette région, c'est, démographiquement, évidemment, pour créer toute cette richesse militaire et économique, bah, il y a besoin de main-d'œuvre, raison pour laquelle la Ruhr est aujourd'hui un des principaux bassins de population du pays avec plus de 6 millions d'habitants et qui a été aussi un lieu très important de l'immigration, notamment polonaise au début du XXe siècle. L'immigration polonaise qui s'est ensuite décalée beaucoup en France, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui a elle aussi d'ailleurs contribué à l'effort de guerre. Et enfin, dernier aspect, peut-être aussi l'aspect politique et démocratique, puisque comme dans de nombreux bastions ouvriers à travers l'Europe, bah, la région s'est à de multiples reprises retrouvée entre des affrontements entre bah, les grands entrepreneurs, les propriétaires des industries et des usines de la ville, et les ouvriers, donc la main-d'œuvre elle-même. Par exemple, en 1921, après la guerre, bah, il y a eu une sorte de putsch qui a eu lieu, et à ce moment-là, il y a près de 60 000 ouvriers et mineurs qui se sont mis en grève pour lutter contre le pouvoir en place et aussi acquérir de nouveaux droits. Et du coup, c'est aussi en partie grâce à cette région que viendront des textes de loi, par exemple sur les congés payés, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, région importante aussi politiquement, donc politiquement, démographiquement, militairement et économiquement. Et enfin, il y a un dernier aspect beaucoup plus récent que je voulais mettre justement en avant à travers cette présentation, c'est l'aspect culturel. En fait, à partir des années 70, la Ruhr va subir de plein fouet l'avènement du pétrole qui va évidemment venir concurrencer le charbon, donc la principale source d'emploi de la région. Mais aussi la délocalisation de nombreuses usines pour optimiser les coûts de main-d'œuvre vers les pays d'Asie du Sud-Est et de Chine. Et le problème, c'est que bah, cette région qui est très fortement marquée par l'ère industrielle, enfin, dans cette région qui est très fortement marquée par l'industriel, bah, il fait pas franchement bon vivre. Disons que l'air respirable n'est pas terrible, que les paysages sont bah, très industriels, forcément, que les bâtiments sont sales et que donc, désormais, à partir des années 70-80, bah, il n'y a plus vraiment les grandes entreprises qui permettaient d'avoir des emplois avant. Bref, la région subit un vrai déclin économique et n'a pas vraiment d'alternative pour subvenir. Ce qui est d'ailleurs un peu une anomalie dans la région, puisque quand on considère le Länder global, donc de Rhénanie de Nord-Westphalie, dans laquelle est située la Ruhr, bah, c'est une région qui est encore très dynamique aujourd'hui et qui est même d'ailleurs considérée comme le premier bassin industriel d'Europe de l'Ouest, avec notamment les grandes industries automobiles qui vont aussi financer les clubs de football comme à Wolfsburg. Donc voilà, la Ruhr, c'est un petit peu une anomalie dans ce Länder-là. Et donc, comment la région va se renouveler bah, en s'appuyant sur la culture, c'est ce que je disais, avec l'idée quand même de conserver justement l'identité industrielle qui a fait sa réputation. En fait, la région a réhabilité d'anciennes friches industrielles pour les transformer en équipements culturels, par exemple en organisant des festivals, des expos photos et tout un tas d'événements culturels qui vont permettre de diversifier un petit peu l'activité économique du pays, notamment en s'appuyant sur des nouveaux secteurs, donc la culture et par conséquence le tourisme puisque la culture va évidemment attirer beaucoup de gens. Euh, donc un aspect culturel qui va évidemment de pair avec les enjeux environnementaux aussi, puisque l'idée c'est aussi de permettre à la nature de reprendre un peu ses droits dans un univers qui a plutôt été pas très sympa avec la nature pendant plusieurs siècles. Donc voilà, c'est deux éléments qui vont de pair, l'aspect culturel et l'aspect environnemental, qui symbolisent un petit peu le renouveau de la Ruhr, et évidemment aussi les clubs de football qui ont une part essentielle dans ce secteur-là. Merci Val pour cette chronique. C'est bien, en plus, ça nous situe bien globalement la région dans laquelle on parle. Après, ce qui Mm. me fait marrer, c'est quand tu parles avec ce petit ton tout mielleux en nous disant oui, ils ont repris les équipements industriels pour en faire des équipements culturels, alors que moi, du coup, dans ma tête, ça donne juste une horde d'Allemands dans des hangars en train de taper du pied sous Taz avec Ah des bah lasers verts. il y a clairement des Birkenstock qui sont sortis, je pense. Mais C'est aussi ça la culture, hein. ouais, mais non, mais il y a des petites vidéos qui. Tu vois, c'est un peu marrant. Je sais pas si tu connais, je sais pas si vous avez joué un peu à Call of, mais j'ai regardé des vidéos Oui. et et en fait, il y a plein de décors qui ressemblent un peu à la map Rust dans Call of. Je sais pas si tu te rappelles avec cette espèce de grande friche désaffectée. Bon, alors le désert en moins évidemment, mais ça ressemble un peu à ça si ça peut vous donner des idées. Et en vrai, je pense que ça doit être assez sympa d'avoir alors des soirées évidemment, mais je pense que même si tu organises des festivals ou des trucs comme ça dans ce genre de choses ou des expos photos, c'est quand même des lieux un petit peu atypiques pour organiser ce genre d'événements. Et Très ambiance Saint-Ouen, quoi. Tout ce que t'aimes. bah ouais, il y a des trucs un peu comme ça, ouais. En, en termes de festoches musicaux, on fait relativement confiance aux Allemands qui ont un Ouais. petit savoir-faire. Bon, bah très bien. En vrai, c'est très cool. Comme ça, on sait un peu de quoi on parle. On en sait un peu plus sur cette région qui est particulière et qui donne souvent. Enfin, c'est un peu comme en France, c'est tous les anciens bassins industriels qui donnent souvent
du coup un milieu populaire, du coup une culture foot très prégnante. Les gars, histoire de pas passer une plombe sur l'histoire, parce qu'on a plein de choses à dire sur la période contemporaine, est-ce qu'on peut reprendre, Val, t'en as dit vite fait un petit mot sur la période post Deuxième Guerre mondiale où le club a dû se renouveler et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi jusqu'aux années 2000? Ouais, alors bah, c'est un club qui va, comme je le disais, qui va se reconstruire totalement après la Seconde Guerre mondiale, qui va adopter le nom qu'elle a actuellement. Et rapidement, quand même, le club va réussir à revenir au plus haut niveau. Ils vont, alors, c'était un petit peu différent avant. Il y avait des championnats régionaux et le champion du championnat régional participait à un championnat national entre les 5 ou 6 champions régionaux. Le Borussia a été très régulièrement champion régional, mais a mis du temps pour devenir champion national. Premier titre arrive en 1956 et 1957, ce qui va permettre au club de jouer un petit peu les compétitions européennes. Ils vont se maintenir dans cette, à peu près dans cette échelle de niveau jusqu'au début des années 70. Et là, il va y avoir une période qui va être très compliquée entre 70 et allez, le milieu des années 85 où ils vont finalement retrouver l'Europe. Mais il y a une vraie période qui commence à partir de 1991 avec notamment l'arrivée d'Otmar Hitzfeld en tant qu'entraîneur. Et notamment un quatuor qui était composé de Stéphane Chapuisat, de Michael Zorc, de Andreas Möller et de Matthias Sammer, qui va fasciner un petit peu toute l'Europe. C'est à ce moment-là que le club va remporter enfin, un nouveau titre de champion d'Allemagne qui est en 95 et qui est donc le premier depuis 32 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu un trou un peu Et la compliqué. première sous l'ère Bundesliga, du coup. Ouais, exactement. Oui, en tant que professionnel, tu veux dire. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça, et ouais. puis post-réunification aussi, du coup. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce que oui, j'ai pas précisé, mais le championnat de Bundesliga devient professionnel qu'à partir de 1963. Donc les autres titres avant étaient entre guillemets régionaux, parce qu'il y avait quand même une espèce de mini championnat national, mais voilà. Donc premier titre en 95, il y en a un deuxième qui va s'enchaîner l'année suivante. Entre-temps, l'Allemagne va gagner l'Euro 96, donc Matthias Sammer, à ce moment-là, est considéré comme le meilleur joueur du monde, puisqu'en plus il est élu Ballon d'Or. C'est vraiment dans l'imaginaire européen, enfin allemand et aussi européen, vraiment le digne héritier de Beckenbauer, le vrai pur libéraux à l'ancienne qui s'est inspiré de Franz Beckenbauer. Et c'est d'ailleurs paradoxal parce que c'est peut-être aussi le dernier vrai libéraux comme on en a connu. Il va prendre sa retraite quelques années plus tard. Et à partir de ce moment-là, le poste de libéraux, le poste de libéraux tel qu'il existait à l'époque va un peu disparaître, va devenir un petit peu obsolète. Donc voilà, il y a ces deux titres en 95, en 96 et évidemment cette Ligue des Champions en 1997. Ouais, donc c'est vraiment l'âge d'or du Borussia. En fait, c'est presque les années 90, même si nous, on les a connus rayonnants après dans les années, fin des années 2000, début des années 2010. J'en profite pour faire une petite parenthèse, mais Otmar Hitzfeld, extrêmement sous-coté quand on aborde les personnes très influentes dans le football Mm. mondial et européen. Peut-être que ça Alors, vaudra il le y a coup de 20 faire ans un surtout, petit je ne fort. sais pas si récemment ça a été aussi. Non, pas récemment, mais tu regardes son œuvre Oui, entre oui, bien sûr. 95 et 2015. Peut-être que ça vaudra le coup d'un petit format court sur le bonhomme. Sens toi libre, Qu'est-ce que Jules. je voulais N'hésite dire? pas. Ouais, mais j'aurais oublié demain. Mais donc les gars, on va revenir du coup plus sur la période des années 2000, fin des années 2000, où là en fait on a un Borussia Dortmund qui joue en fait le haut du tableau en Bundesliga quasiment tous les ans et qui commence à s'installer, on va dire, dans les cadors européens en fait. Faut peut-être quand même évoquer ce petit accro au début des années 2000. Tom, je sais pas si tu veux y aller. Ouais, bah, en fait, plus généralement, faut savoir que Dortmund, alors on reviendra sur la direction actuelle qui peut-être va être moins dépensière par rapport à son histoire, qui est quand même criblée de presque «banqueroute» entre guillemets. Ça démarre dès 1929 où ils passent presque à travers avec les nazis parce que le club est un peu anti-nazi malgré une grosse influence nazie en ville. Ça revient un peu dans les années 90. Ils passent pas très loin d'une relégation qui aurait pu faire disparaître le club complètement. Et en fait, après 97, la direction, ils se sentent un peu pousser des ailes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une très très bonne équipe. Ils viennent de battre la Juve de Zizou, de Del Piero. Et ils se disent, bon, bah, on va tout claquer. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on va mettre 25-30 millions d'euros. Alors du coup, c'est en Deutschmark à l'époque, mais un équivalent aujourd'hui. Donc les Jan Koller, Lehmann, Ça, Evan c'est, ça, Nilsson. c'est après la grosse période Ouais, Ligue des Champions, hein. C'est vraiment fin des années exactement. 90, début des années 2000. Exactement, et qu'ils enchaînent un peu les achats un peu compulsifs.
Marcio Amoroso, c'est un peu dans ce style-là aussi. Les 25 millions, comme à l'époque, c'était pas donné. Heureusement qu'ils sont champions en 2002 parce que bon, l'année Leverkusen, pour ceux qui se souviennent de notre épisode en début de saison, heureusement qu'ils sont cette année-là parce qu'ils gagnent un peu de sous, mais entre guillemets, la direction cache complètement de l'argent et des dettes. Et le vilain, c'est un peu c'est Niebonne qui est d'abord héros parce qu'il gagne plein de titres, mais il devient vilain une fois qu'il annonce toutes les dettes qu'a le club. Il arrive à partir des années 80 à la direction du club et en fait, il rend le club public, on va y arriver. Les actions à l'époque valent 11 €. 10 ans plus tard, ils en valent 1. C'est quand même, en termes de crash, on a vu mieux. Et en fait, la situation est délétère en 2005. Il y a trop d'investissements un peu partout. Et en fait, il y a juste des dettes qui s'enchaînent avec notamment sa société à lui, qui a permis de financer ce public-là. Et donc du coup, c'est ce que tu disais, Tom, Niebonne qui est le gros méchant, ça passe pas loin de la banqueroute. Et comment ça se termine cette histoire avec ce vilain bonhomme? Bah, c'est-à-dire que lui, il veut essayer de créer l'investissement sur le marché financier avec sa société KGaA. Et en fait, il déclare 120 millions de dettes, qui est quand même pas très très sain pour le club. C'était accumulé à peu près à 163% de leur chiffre d'affaires. C'est juste pas tenable. Et ils sont obligés de mettre en gage, alors j'ai découvert ce mot-là parce que je connaissais en anglais, mais ils vont mettre en gage tous leurs actifs, notamment le Comment tu dis en stade. anglais? Pawned, P-A-W-N-E-D. Ah oui, ok. Voilà, comme les Pawn Kings, bref. Pour ceux qui regardaient un peu W9 il y a 10 ans. Tout ça pour dire qu'ils sont obligés de mettre en vente un peu plein de trucs, notamment le stade qui balance pour 75 millions, qu'ils sont obligés de racheter en 2017 pour 5 fois le prix. Niebonne, il faut savoir qu'il voulait construire un parc d'attractions autour du stade pour le faire très moderne. Pourquoi pas. Voilà, il voulait les montagnes russes qui tournent autour de tout le stade. C'était parfait pour le Mondial 2006. Ça l'a pas fait. Et en fait, il a été limogé. La direction continue de dire qu'il ne s'est rien passé. C'est un peu le Barça, quoi, de la nouvelle génération. Et on est arrivé, du coup, on en parlera plus tard, mais le grand sauveur, c'est Watzke qui va réussir à redresser le club Alors, et les rendre en meilleure santé. avant que du coup on revienne sur Watzke, sur le renouveau sportif de Dortmund, je fais une petite parenthèse, les gars, parce que du coup Niebonne n'était pas propriétaire, ou comment ça se fait qu'il soit fait limoger? Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce concept-là pour ceux qui nous écoutent? Bah, sur l'actionnariat, c'est un peu compliqué. Tu sais qu'à partir de enfin, on sait qu'à partir de 1998, il y a la règle du 50+1 qui est introduite en Allemagne, Voilà. qui empêche un propriétaire d'avoir plus de 50%, enfin 49% des parts d'un club. Donc c'est un petit peu compliqué, enfin oui, c'est un peu compliqué d'y voir assez clair sur qui détient quoi dans les clubs de foot allemands. Il faut se plonger un petit peu dans tous les comptes de résultats et des trucs comme ça, qui n'est pas ma spécialité, je dois le concéder. Mais donc voilà, c'est plus un actionnariat diversifié. Et après, il y a évidemment un comité de surveillance, enfin un comité de direction qui est là pour refléter un petit peu toutes les décisions du club, qui aussi appartient en partie au groupe de supporters, etc. Donc il y a plein de personnes qui représentent chaque entité du club. Et ce qui explique pourquoi Niebonne a pu se faire limoger, parce que en fait c'est pas comme en France où en fait tu as des propriétaires Ouais, tout exactement. puissants, coucou, Il Kita, et est, voilà. Bah, les ouais, présidents sont élus. il est sorti, quoi, entre guillemets. Et le dernier élément pour comprendre un peu la situation délétère du club, c'est la situation générale allemande qui est très compliquée. Ils ont un cas un peu, alors j'ai pas noté le nom du diffuseur, mais ils ont un cas comme Mediapro qui mène à des dettes monumentales pour tout le monde. Et en fait, les gros clubs vont déjà pas très bien. Alors Dortmund, qui déjà investissait énormément, ils sont obligés de tout lâcher, d'où la vente du stade, etc. Ouais, c'était Kirsch, l'entreprise qui était censée financer les droits TV et qui a fait défaut. Voilà, exactement. OK, très bien. Et bah, donc du coup, on arrive du coup au limogeage, de Niebonne, et on est en quelle année à peu près là? On est en 2006-2007, un truc comme ça? 4-5, ouais. Ouais, donc en fait, on a le limogeage de ce gentil bonhomme, et ça va correspondre entre guillemets avec le renouveau du club. Ouais, bah, il y a le renouveau du club, il y a Watzke qui va prendre la succession sur lequel on reviendra tout à l'heure comme tu l'as dit Tom. Il y a évidemment plein d'éléments qui vont arriver, des sponsors et cetera. Notamment, il y a un petit sponsor, j'ai une anecdote, qui vient, donc sponsoriser le club, qui est une société énergétique qui s'appelle RAG, qui à partir de 2008 va devenir Evonik. Je sais pas si vous vous rappelez du sponsor Evonik Ouais. sur le maillot. Evonik, en fait, c'est une fusion entre Degusta, RAG et Stick, donc 3 entreprises énergétiques allemandes. Et dans les 3, donc Degusta, c'était notamment l'entreprise qui était spécialisée dans la production de Zyklon-B pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. D'ailleurs. Donc voilà. Cool. Voilà, t'as le sponsor que tu mérites, mon vieux, hein, tu sais.
C'est moche. Voilà. Finalement, je trouve ça pas mal, Samsic sur les maillots du Stade Rennais. Finalement, tu vois. Enfin, méfie-toi si on fouille un peu, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs. Bref, Gazprom, il y a c'est pas mal plein. non plus. Hein. Oui, bah ouais, Gazprom, c'est pas mal aussi. Ouais. Bref, il y a un renouveau financier qui va être mis en place, notamment par Watzke, sur lequel on reviendra. Et il y a surtout un renouveau sportif avec l'arrivée à partir de 2008 de Jürgen Klopp, qui va évidemment relancer le club sportivement parlant, qui va prendre un peu les rênes de tout ça. Alors, il est soutenu évidemment par le directeur sportif de l'époque, qui est Michael Zorc, qui va rester pendant quasiment 24 ans, 25 ans, je crois, au club, à Ancien partir de joueur, quand même. 98. Ouais, bah, ancien joueur qui avait gagné, qui faisait partie du doublé de championnat en 95-96, qui a gagné avec des champions en 97, qui a pris sa retraite en 98 et qui a intégré l'organigramme du club jusqu'en 2022, je crois. Donc il est resté pendant très longtemps au club. Voilà, et ça fonctionnait très bien avec Klopp, qui va évidemment aller décrocher les titres de champion en 2011 et 2012, puis évidemment cette finale de Ligue des Champions en 2013 face au Bayern. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir, enfin, on peut faire un peu Non. de name En dropping. vrai, je pense que tout le monde là, on risque de passer trop de temps dans la Voilà. nostalgie si on reste dessus. Mais enfin, il y a eu une campagne mémorable avec des gifles infligées. Mais au-delà de ça, je pense que euh, tout le monde a été marqué par l'académie Dortmund, mais en fait, la direction sportive, c'est surtout du rachat de jeunes et moins jeunes, mais au moins pas cher. C'est-à-dire que Lewandowski, par exemple, arrive pour 3 millions. Voilà, et t'as Typiquement. raison de le préciser, ce truc-là, parce que ça va avoir un impact sur l'analyse qu'on fait du club aujourd'hui. C'est que c'est ça l'identité du club aujourd'hui. Enfin, à l'époque et aujourd'hui encore, c'est de réussir à s'appuyer sur des jeunes qui soient du centre de formation ou qui soient là en post-formation, comme l'ont été Marco Reus, Marco Reus en post-formation, comme l'a été Mario Götze en centre de Gundogan, formation, surtout, il arrive très jeune, mais Gundogan, qui n'est pas voilà, formé à exactement. Dortmund, quoi. Voilà, Lewandowski, etc. Et en fait, Klopp l'avait parfaitement compris, ça, et Michael Zorc le savait aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire une équipe qui était hyper compétitive. Malgré les gros trous dans l'effectif. Petit lien à l'époque aussi la chronique de Val, avec la filière polonaise aussi, entre Lewandowski, Ouais, Piszczek, Błaszczykowski, etc. ouais. On a souvent Grosskreutz, vu c'était à allemand, je crois, Dortmund. mais il avait Pardon? des. Grosskreutz, c'était allemand, mais il avait des origines, je crois. Je sais Ouais. plus si c'était des Ouais. origines turques ou polonaises. Mais pour ceux, je pense qu'ils veulent vraiment replonger dedans. Enfin, je vais pas faire que de la promo, mais il y a un épisode avec Dessy, le premier, sur Malaga, s'ils avaient battu Dortmund. Donc il y a un petit peu de ça aussi, je pense, s'ils vont vraiment se replonger dans l'époque. Ouais, non mais enfin voilà, il y a plein de toute façon, il y a plein de documents sur, et d'articles sur la période, donc on va pas s'attarder dessus. On va avancer un peu les gars dans les années 2000, où finalement, on va dire qu'après l'ère Klopp, Dortmund se maintient en haut, mais c'est pas non plus, enfin voilà, on n'a plus on va dire, de gros coups d'éclat. Ouais, du coup, Klopp, il quitte le club en 2014-15 et il se retrouve du coup à Liverpool la saison suivante pour évidemment démarrer ce magnifique règne qui va bientôt prendre fin. C'est une stratégie qui s'oriente encore plus vers les jeunes, mais du coup qui, un peu comme à la Ferguson quand il quitte en 2013, c'est-à-dire que non seulement il y avait le charisme de Klopp, mais il arrive à améliorer le niveau des joueurs. C'est-à-dire des Grobskreuz, Van de Feller et compagnie, c'est des joueurs assez moyens fondamentalement, et que c'est pas des grands joueurs comme Kagawa, Lewandowski, etc., qui vont tout seuls combler les manques. Voilà, quand ils se retrouvent sans le manager emblématique de Liverpool, ils se retrouvent avec des gens un peu moins compétents. Je dis ça, ils se retrouvent quand même avec Tourelle, avec Poch, avec d'autres personnes, mais en fait, le problème qu'ils retrouvent là, c'est la stratégie sportive n'est pas très très claire, et à force de changer de style de jeu également, ils n'arrivent pas à construire un effectif cohérent du tout. Quand tu passes de Tourelle à Bosch, etc., c'est Moi, juste je pense que je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Je pense que pour le coup, je trouve que le style de jeu est parfaitement dans la continuité de ce qui se faisait avant. D'ailleurs, c'est des mecs qui sont vraiment parfaitement issus oui, de mais c'est le l'école des management sous. aussi qui a changé. Tu peux pas dire Oui, que oui, bien Bosch et sûr, bien sûr. Tourelle sont la même personne, quoi. Non, c'est pas les mêmes personnes, c'est sûr, mais t'es quand même tactiquement, t'es quand même dans une certaine continuité des mecs qui ont été influencés par Rangnick de toute l'école des Swabs, etc. Après, il faut peut-être aussi réaliser que le travail de Klopp est exceptionnel et que probablement que l'équipe a peut-être surperformé dans le sens où ils ont été chercher les titres face à ce Bayern Munich là. Donc c'est peut-être aussi, enfin entre guillemets, ils rentrent dans le rang. Tuchel finit deuxième. À plusieurs saisons consécutives. Il y a évidemment des saisons qui sont moins bonnes que d'autres, mais je trouve qu'il y a une certaine continuité dans le club et Oui, puis surtout, il y a une ADN Borussia Dortmund, quoi. Et Tom, tu l'as très bien dit, c'est que Klopp était capable de magnifier des joueurs assez moyens, ce qui Et fait que en fait comme cet effectif Ferguson, était très très bon. enfin, la Oui, saison voilà, après mais que Ferguson, cet c'est effectif nul, était quoi. excellent.
et que alors que sur le papier, il n'était pas monstrueux. Tu vois, on a plus de nouvelles de Kagawa depuis qu'il est. Non, mais en fait, faut imaginer que du coup, le budget salarial c'est le même qu'Everton ou à Leicester. Par contre, ils arrivent à faire des trucs absolument monstrueux. C'est une seule non-qualification en Ligue des Champions en 12 ans. Donc en fait, je pense qu'ils ont commencé juste à viser la deuxième place et espérer que le Bayern se tôle. Et ça s'est presque passé l'année dernière. Mais en gros, les grosses années, c'est 2018-2019, la première de Favre, où ils passent vraiment pas loin du titre aussi. Mais la majorité, ils ont essayé de se stabiliser dans le top 4. Ils ont été en rivalité avec un Leipzig, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils se retrouvent au moins jusqu'à la saison dernière, qui était évidemment magnifique et très dure sur la fin. Mais on se retrouve avec un Ouais, club bah, qui je ne pense sait que pas tout le trop où monde il se va, quoi. souvient. Tout le monde se souvient de la saison dernière avec ce magnifique choke digne de la Ouais. glissade de Stevie G. Euh, Justement, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire finalement de super pertinent, on va dire, sur l'après-Klopp, parce que comme tu l'as dit, voilà, ça s'est maintenu dans le top 3, top Bah, en vrai, 4 c'est probablement le de club qui est Bundes. le plus à sa place depuis 10 ans, hein. Oui, c'est ça. Mais on va essayer de s'intéresser maintenant un peu à la direction parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sein du club de Dortmund, faut s'intéresser à la direction. Et on va peut-être commencer, les gars, par Watzke que vous avez évoqué tout à l'heure. Val, tu veux te lancer? Ouais, carrément. Bah, Watzke est arrivé au club en 2001. À la base, il faut savoir que c'est un fils d'homme politique assez important en Allemagne. C'est un homme qui a fait fortune en créant une entreprise de production de vêtements de travail et de vêtements de protection et des uniformes de pompiers. Voilà, rien à voir avec le football. Mais c'est une entreprise qu'il a montée de toutes pièces, qui est derrière maintenant toujours à lui, puisque c'est sa femme qui occupe le poste de dirigeant. Euh, donc lui arrive au club en tant que... Enfin, il obtient officiellement un poste au club à partir de 2001 en tant que trésorier jusqu'en 2005. Et en fait, c'est lui, au moment de la quasi-faillite du club, qui va complètement restructurer l'aspect financier du club. C'est lui qui a notamment été décroché les prêts auprès de Morgan Stanley, donc une grosse banque américaine qui a financé le club à hauteur de 79 millions d'euros, qui a racheté genre 30% des parts. C'est lui qui a été négocié aussi le prêt auprès du Bayern Munich, qui a beaucoup aidé le club. C'est lui qui a négocié justement quelques années après, pendant la crise des subprimes, une réduction des dettes auprès de Morgan Stanley. Donc il a annulé tous les, tous les intérêts qu'ils avaient sur les 13 prochaines années. Il a fait un autre truc qui était hyper important aussi, je finis juste, qui était il a vendu une partie du stade qu'il a racheté à prix beaucoup moins coûtant l'année d'après, pour justement avoir des liquidités et pouvoir financer le club. Donc c'est un mec qui a une vraie vision du truc et qui a bénéficié en plus d'une véritable envie politique de la part de la Ligue de sauver le club. C'est-à-dire que normalement la Ligue aurait dû faire en sorte de retirer la licence club du Borussia et donc de les faire retomber en troisième division. Là, il y a vraiment eu une volonté politique. Le gouvernement, enfin les, les institutions publiques ont aussi fait en sorte qu'il y ait des nouveaux investisseurs dans le club. Nike a fait une avance sur le partenariat. Il y a la société énergétique dont je parlais tout à l'heure qui est devenue sponsor du club. Donc voilà, ils ont bénéficié d'une envie politique aussi de le maintenir. Mais par contre, Watzke, c'est lui qui a vraiment construit tout ce plan d'assainissement financier du club. Ok, donc on peut dire que Watzke était un peu l'homme providentiel. Non, je voulais juste faire un petit passage parce que ça nous paraît évident pour nous, mais tout le monde ne le sait pas qu'en effet, à l'époque, il faut savoir que quand ça frôlait la banqueroute, tout le monde a mis à la patte, dont la main à la pâte dans le Bayern Munich et qui a aidé du coup, on va dire, son principal concurrent des 15 dernières années à rester en vie. Bah parce que le Bayern avait compris qu'en fait, il fallait pour avoir une Bundesliga compétitive et qu'on pouvait vendre à prix attractif, et notamment au niveau des droits télé. En plus, la Bundesliga sortait d'un problème avec les droits télé. Il fallait évidemment avoir un Borussia Dortmund qui était compétitif, et c'est pour ça que le club a été soutenu par le Bayern. Ce que je trouve génial, c'est Ce qui qu'il était plutôt malin et qu'on n'aurait pas vu partout. Ce que je trouve génial, c'est que Watzke, il se retrouve quand même promu un peu du jour au lendemain, parce que du coup, on en parlait tout à l'heure du président qui est limogé. Il se retrouve un peu mis en avant en CIO, et en moins d'une semaine, il doit se présenter aux créanciers pour essayer de négocier 122 millions de dettes et essayer d'avoir une extension de 2 ans de prêt. Combien t'as dit? 4 jours. Non, mais combien t'as dit de dette? Alors, 122 millions d'euros. Ah ouais, moi j'avais le double quasiment, tu vois. Donc, Oui, c'est possible. Bon, bah, ça doit être un peu entre les deux. on va dire Euh, 180, voilà, comme ça. Voilà, il avait 4 jours pour préparer le truc du siècle, quoi.
Ouais, c'est pas mal comme première semaine au boulot de Bah, sachant commencer que ça faisait direct 4 par ans qu'il ça. était trésorier, il connaissait un petit peu les dettes du club, je pense. Et à un moment ou l'autre. Mais en plus d'avoir sauvé le club, on va dire financièrement, c'est lui qui met en place le renouveau sportif du club. Donc c'est, enfin voilà, donc qui s'entoure certainement, qui me donne plus de pouvoir à Zorg, qui s'entoure des bonnes personnes. Comment ça se fait, on va dire entre guillemets, parce que de l'extérieur, on a l'impression que ça va beaucoup moins bien pour le Borussia Dortmund en interne depuis 2-3 ans. Bah, Euh, il- Est-ce que il- Watzke, il est conspué? Est-ce qu'il est remis en cause? Comment ça se passe? En fait, le travail qu'il a réussi à faire donc sur ce plan d'assainissement, plus ensuite tous les travaux qu'il a réussi à mettre en place sportivement avec Klopp, avec Zorc et cetera et les résultats sportifs, vont lui accorder une vraie crédibilité. En fait, c'est un mec qui va prendre énormément d'importance dans le fonctionnement du football allemand. Aujourd'hui, il est évidemment président du conseil de surveillance du club du Borussia Dortmund, donc en gros, il est, heu, président du club, c'est lui qui est en charge de toutes les affaires courantes. Enfin, il est CEO quoi, c'est lui qui est directeur général, c'est lui qui gère tout. Il a été réélu jusqu'à décembre 2025, exactement. Euh, mais en plus de ça, il est vice-président de la Fédération française allemande de football, président du conseil de surveillance de la Ligue et membre du COMEX de l'UEFA. Donc autant vous te dire que c'est un mec qui a plutôt une influence dans le football allemand et que dès qu'il s'agit de prendre une décision un petit peu importante, c'est lui qui est un peu aux manettes. D'ailleurs, on sait que les Allemands sont très attachés à cette fameuse règle du 50+1. Lui était un fervent défenseur du 50+1 et notamment au moment du plan d'assainissement qu'il avait mis en place. C'est aussi comme ça que le club a réussi à se restructurer parce qu'il n'y avait pas un seul investisseur qui rachetait tout et qui créait de l'instabilité éventuellement s'il y avait des pertes ou s'il y avait de la dévalorisation boursière ou Mais ça. Mais donc du coup, avec les travaux qu'il a fait et avec l'importance qu'il a pris dans le foot allemand, j'imagine qu'aujourd'hui à Dortmund, il est vu comme un dieu. Bah, c'est un peu particulier parce que du coup, il a son rôle à la TFL, Ouais, TFB, TFL, c'est ça. DFL. Du coup, il se leste un petit peu de ses trucs et en même temps, il est très partagé parce qu'effectivement, il est de grand soutien de 50+1, mais on verra plus tard, notamment dans ma chronique, qu'il est fin défenseur de l'investissement CVC dans la Ligue. Donc, il est un peu. Oui, mais c'est pas, Oui, mais le truc c'est pas très forcément. capitaliste et en même temps pas du tout. Je pense qu'il y a un problème de communication là-dessus. Il y a un problème de, choix de certains hommes aussi dans la direction sportive. Donc oui, on a dit qu'il s'est bien relevé et cetera, mais notamment quand tu mets en place, Sébastien Kehl aujourd'hui qui est lui pour le coup très conspué, notamment pour le choix de l'entraîneur et le fait qu'il défende toujours autant Terzic alors que, bah, il doit plus être là entre guillemets, Ouais, on depuis va un y moment. venir, on va y Il y a venir un sur choix d'homme et de Terzic et direction Kell, mais donc sportive qui est compliqué. du coup pour aborder la question, c'est qu'avec ce qui se passe au niveau entre le public, la direction, etc. Est-ce que Watzke est un peu, on va dire, sauvé de ça, ou est-ce on va se concentrer sur Kell et Terzic qui sont les deux cibles prioritaires des supporters? C'est partagé parce qu'il vu qu'il s'attaque aussi aux supporters, il se rend pas populaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour revenir au CVC, il est quand même réussi à il va aliéner les supporters. C'est-à-dire qu'il dit, que 500 à 800 supporters organisés, comme dit SoFoot, autre terme pour dire ultra, se sont plaints du CVC, mais qu'en gros le public lambda, ils auraient compris. C'est juste que l'Allemagne est trop traditionnelle et qu'ils en ont un peu rien à foutre du capitalisme qui devrait rester un peu à l'ancienne. Donc en se mettant en opposition à chaque fois avec les supporters et de plus en plus, il se fait pas des copains. Bon, sur ce sujet-là particulièrement, mais après sur le reste, il est quand même, faut comprendre que c'est quand même financièrement j'en ai parlé un petit peu avec, David Glusman sur toutes les questions financières. Il m'a dit: «Financièrement, c'est quand même une brute absolue, hein». Le mec, c'est un visionnaire de malade. Aujourd'hui, le club de Borussia Dortmund est probablement un des clubs les plus sains économiquement qui existent. C'est un des seuls clubs à avoir un résultat d'exploitation positif avant transfert. Alors bon, c'était pas le cas en 2021 et 2022 à cause du covid et des manques de retombées, des recettes du stade notamment, qui étaient à huis clos. Mais voilà, le stade est rempli à 100% tout le temps. Le stade qui est donc la possession du Borussia Dortmund. Les campagnes de réabonnement n'existaient même pas tellement les gens se désabonnent pas. L'actionnariat est diversifié, le naming rapporte, les activités commerciales du club sont très bonnes, ils vendent des maillots. Enfin, le modèle économique mis en place par Watzke, c'est une masterclass absolue. Aujourd'hui, là, le Borussia Dortmund devrait être considéré comme un modèle
de réussite économique en Europe. Oui, donc en fait, il aura quoi qu'il arrive, on va dire ça à son compte, Voilà. qui pourra quoi qu'il arrive lui sauver son bilan. Ah mais son bilan de Les toutes les hommes qui manières restera, oui, oui. très Oui, top voilà, class, quoi. c'est pour ça que qu'il gardera ça. Donc en fait, les hommes qui sont ciblés aujourd'hui, on va peut-être s'y intéresser un petit peu. C'est quel, tu en as parlé rapidement, Tom. Est-ce qu'on peut s'intéresser un peu à ce bonhomme-là qui est un peu, on va dire, la source, on va dire, de tous les maux que selon les supporters du Borussia? Bah, ceux qui supportaient n'importe quoi, qui suivaient au moins le foot, allemand il y a 10 ans maintenant, se souvient du duo, Sven Bender et Sébastien Kehl au milieu. Milieu, travailleur plus que génial. En tout cas, c'était un bon joueur sans être le meilleur non plus. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de sélection, par exemple, même si c'était une très bonne Allemagne à l'époque. Il est devenu un peu, il est revenu manager, entre guillemets, il était manager de l'équipe première, en tout cas pendant quelques années, avant de devenir directeur, sporting director, en tout cas, directeur sportif, je vais y arriver. C'est ça la mauvaise idée d'écrire mes notes en anglais, c'est toujours une mauvaise idée. Et ça fait du coup 1 an, si j'ai bien noté, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, juin, 2 l'année ans, dernière. juin 2 2022. ans, c'est ça. Ah, 2022 du coup, j'avais noté Oui, donc 2023. c'est avec le départ de Zorg dont on parlait. Exactement. Exactement. Donc il a repris ça et donc il a maintenu en poste, enfin il a fait revenir au poste numéro 1, Terzic, qui lui est un homme des tribunes, qui était assistant de presque tous les managers de Dortmund depuis, 5-6 ans. Il Et était des Oui, jeunes. donc on est un peu sur le Franck Passy allemand. C'est un peu ça si tu veux. Il avait déjà été, intérimaire avant, Rose. Il est revenu après, et donc il était évidemment très populaire avec les supporters parce qu'ancien abonné. J'ai pas envie de dire ultra parce que je suis pas complètement sûr qu'il est ultra, mais il était au moins abonné au stade depuis quelques années. Donc ça, c'était très cool. Il était très jeune, il a rapporté plein de fraîcheur, et cetera. Par contre, les compétences de Kell sont pas forcément limitées, mais c'est un jeune directeur sportif qui s'est un peu lâché sur, pas mal de transferts. Alors évidemment, il y a des bonnes choses. Le transfert de Bellingham, à 30 millions, il y a 18 mois, c'était une très bonne idée. Il y C'était en a pas lui d'autres. Bellingham, hein, je crois. Je C'est crois que pas lui c'était avant. Bellingham? Non, Bon, je crois que bah, c'était je avant. coupe ça, c'est avant ça. Non, mais voilà, il y a eu des bons coups, mais il y a eu quand même d'autres où il s'est un peu plus lâché. Adeyemi, 30 millions, je veux bien, mais ça marche pas forcément très bien pour le moment. Les Metcha cet été, pareil. Il y a quelques transferts qui sont plus onéreux qu'ils devraient l'être. Et en fait, il y a aussi eu un problème de switch sur la direction sportive cet été, où ils se sont dit on était tellement proche du titre qu'on va essayer de chercher des joueurs plus d'expérience et du coup de titulariser un Füllkrug plutôt qu'un Moukoko, et de continuer avec un Sabitzer, Ben Sebaini, etc., qui sont peut-être des bons joueurs de Bundesliga, mais c'est pas ça qui va te changer une équipe pour devenir champion d'Allemagne. T'es pas le Bayern, quoi. Donc les gars, on va pas trop s'attarder on va pas trop s'attarder sur le sportif là. En fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'aussi il y a une grogne aussi des supporters parce que finalement, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, l'ADN de Dortmund était notamment de post-former des très jeunes joueurs et de très bien les post-former ou de lâcher des bons petits jeunes qui venaient du centre de formation et qui se renient un peu depuis 1 ou 2 ans pour viser le titre. Ce qui fait que du coup, les supporters s'identifient moins, on va dire, aux pépites qu'on a eu l'habitude de voir à Dortmund. Et à partir de ça, on a compris un petit peu, la direction que prenait Kell par rapport à Zorg, qui est pas forcément la même. Terzic, on va y revenir, mais je crois qu'en plus, même en interne, il y a des petits combats, d'ego et de place. Non, mais alors du coup, pour continuer dans l'ADN Dortmund, Kell a décidé qu'il va essayer d'aider Terzic et le rendre plus. Alors, bon, dans la vision de. Il y a une super interview de Watzke qui explique ça aussi, de rendre Terzic comme un sorte de directeur ou un leader militaire, de mener ses hommes depuis la butte plutôt qu'être à chaque fois dans le champ de bataille. Donc, il va mettre Sven Bender et Nuri Sahin, qui sont des anciens joueurs, tous les deux plutôt compétents, notamment Nuri Sahin, qui, selon quelques spécialistes qui ont vu son travail en Turquie, est un très très bon tacticien. Donc, ils sont Pas venus. surpris de ça, vu le joueur que c'était, je suis pas du tout Ouais, surpris, moi. exactement. Alors, Sven Bender, il est un peu dans le man management, etc. Mais Sahin, c'est un très bon tacticien et que ça aide Terzic, sauf que bah, il y en a beaucoup de supporters qui non seulement veulent juste dégager Terzic pour n'importe qui et qui voudraient en fait continuer là-dedans et avoir Sahin comme numéro 1. Du coup, ça a une sorte de garde d'ego sur le banc chaque semaine. Ça devait l'aider et finalement, c'est en train de un peu le minimiser son rôle et son importance. Bah, en fait, en plus, quand on sait que Terzic a eu les brouilles avec Marco Reus,
qui est un des joueurs de légende du Borussia, que d'ailleurs, si je dis pas de conneries, Marco Reus c'est un ancien coéquipier de Saïd. Donc, je pense qu'à mon avis, Peut-être pour ça qu'il va ça se doit pas barrer, hein. forcément. C'est peut-être, il y a peut-être de ça aussi, hein. Ouais, donc tout ça doit un petit peu jouer, ce qui fait qu'on va dire que c'est pas très 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 stable sur le banc et sur le côté sportif du Borussia. Est-ce qu'on peut dire un mot un peu, les gars, est-ce qu'on peut dire un peu un mot sur la situation sportive du Borussia aujourd'hui, qu'on voit un peu, parce que on a un peu l'impression qu'on nous écoute que tout va mal, mais ça va quand même à peu près. La question, c'est de se dire qu'avec quelle aux manettes, combien de temps ça va durer? Bah, ouais, ouais, en termes de résultats, en vrai, c'est pas catastrophique, hein. Le Borussia, pardon, est 4e avec, 1 point d'avance sur, Leipzig qui est 5e. Bon, Stuttgart était un petit peu plus loin, je crois qu'il y a 6 points d'écart entre les 2 équipes. Il y a évidemment ce 8e de finale retour en Ligue des Champions contre le PSV qui a fait un partout à l'aller, donc on n'est pas sur une situation, enfin, on est quand même plutôt sur une bonne saison. S'ils arrivent à faire la Ligue des Champions en fin de saison, allez, quart de finale Ligue des Champions, on peut dire que ce sera quand même sur le papier une saison réussie. Comme d'ailleurs, l'an passé était réussi la saison des Interzic, hein. Quand tu finis deuxième du championnat, Oui, mais le bon, il y début de avait... saison est terrible, c'est surtout ça le problème. Oui, 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 mais enfin, sur le papier, après, les résultats sont là, ce qui est paradoxal aussi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop parler de Terzic aujourd'hui, parce que Terzic, il n'y a aucune qualité footballistique qui est proposée. Enfin, on ne comprend pas où est-ce que ça va, on ne sait pas quel est le projet. C'est là aussi, on peut en vouloir à Kell aussi, parce qu'il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision. Ils ont voulu prendre des joueurs un peu plus expérimentés, un peu comme Séville l'a fait d'ailleurs. Si vous voulez écouter notre épisode sur Séville là-dessus, ils se sont dit qu'ils allaient prendre des joueurs un peu plus expérimentés pour pouvoir aller chercher des titres. Et en fait, tu as l'impression que c'est évidemment exactement l'inverse qui se passe, que les joueurs répondent pas forcément aux attentes. Donc voilà, tu as des résultats, mais tu n'as aucune vision. Quand je regarde, moi, les expected goals et les expected goals concédés, ils sont à moins, enfin, ils auraient pu marquer genre 4 buts de plus, ils auraient pu en encaisser 7 de moins, et t'es en mode, mais je comprends pas ce qui se passe, et Pour en une fois qu'ils ont fait, un bon gardien en plus, bah ouais, ça ouais. se change. Et t'es en mode, et les mecs, ils arrivent quand même à gagner enfin, à gagner quand même une bonne partie des matchs. Ils gagnent plein de matchs à l'arraché. À l'inverse, ce week-end, bah, ils perdent 3-2 alors qu'ils menaient 2-0 ou 2-1 contre Offenheim. Donc, en fait, c'est incompréhensible cette équipe, et c'est là où en fait il y a des vrais problèmes, c'est que en fait t'as pas de vision à moyen terme de ce qui peut se passer. Là, il y a un directeur sportif, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Il y a des recrutements qui sont vraiment bancals. Enfin, moi, Sancho, je veux bien essayer de le relancer, à la limite, ça peut être un truc, sauf que derrière, tu as quand même Moukoko, Adeyemi, Baino Gittens, Durinville, Paris Brunner. Ils ont prêté Giovanni Reina, mais tu as quand même de la matière à ces postes-là. Je vois pas pourquoi Malen, ils vont qui est quand même très bon, quoi. Ouais, Malen joue en pointe, je le comptais pas dans le même truc, mais tu as des joueurs quand même qui sont là dans cet effectif que tu peux faire monter, qui sont des jeunes joueurs, tu dois leur donner du temps de jeu. Et là, tu vas chercher Jadon Sancho. Bon, ils ont été prendre Madsen, qui est pas une mauvaise idée, mais ça va être un prêt de 6 mois. Ils ont une clause libératoire de 40 millions d'euros. Enfin, il a une clause libératoire de 40 millions d'euros. Ils vont jamais la Donc, lever. en fait, les gars, vous vous avancez un chouille peut-être sur les projections, parce qu'en fait, du coup, si je comprends bien, c'est que ce qui est reproché aujourd'hui au Borussia, c'est le manque de direction et de ligne claire. On comprend pas exactement ce Long qui se terme, en passe. tout cas. Euh, on comprend pas exactement non plus ce que Watzke fait, parce qu'il a pas l'air non plus d'intervenir à fond sur la direction sportive. Euh, du Bah, c'est coup, c'est tendu, juste hein, c'est avant, tendu entre ouais, c'est Watzke pour et ça. Kull. Watzke soutient Terzic, et il y a une vraie tension entre Kell et Terzic. Donc forcément, il y a une tension aussi entre Kell et Watzke, pardon. Donc c'est évidemment pas un trio qui fonctionne très bien. Donc justement, avant de reparler vite fait de ça et de voir comment on peut se projeter avec cette équipe du Borussia, on va aller sur la chronique de Tom pour ceux qui connaissent pas du tout, ce qui est rare, mais qui connaissent pas du tout le public assez mythique du Borussia Dortmund. Euh, Tom, tu vas nous parler un petit peu de ce peuple-là, de ce mur jaune, et on va dire des combats qui mènent dans les tribunes. Connu mondialement pour son ambiance, le Westfalenstadion vibre chaque match à domicile grâce à son mur jaune et évidemment son You'll Never Walk Alone en amont du match, comme à Liverpool ou au Celtic Park. 25 000 personnes dans une même tribune, des drapeaux, des tifos et des chants qui ont marqué les fans de foot à travers le monde, qui continuent de venir chaque quinzaine voir un spectacle du mur jaune. Plus grande zone de supporters debout en Europe, c'est sans aucun doute l'une des expériences les plus prisées des supporters de foot. Décrit en Allemagne par des rivaux qui ne sont pas d'accord avec la hype, eh ben, ils sont quand même assez d'accord pour dire qu'il y a c'est l'un des regroupements les plus engagés d'Europe de supporters. Alors que le stade fut ouvert en 1974 à 54 000 places, les évolutions et l'agrandissement de la tribune sud est surtout responsable pour la création du mur jaune. Aujourd'hui, c'est quand même 80 000 places et qui est toujours sold out. Depuis, les supporters ont pris une place centrale dans l'éthos du club.
Le site de Dortmund parle des très nombreux fan liaison officers, ces personnes qui communiquent entre les ultras, les groupes officiels de supporters, il y en a quand même plus de 100, et le club, pour avoir la meilleure expérience de match pour tout le monde, en incluant la sécurité pour tous. Ces ultras communiquent sur de nombreux sujets, bien que de nombreux sont un peu moins engagés que les clubs allemands St. Pauli ou le Celtic en Écosse. Les supporters sont présents, manifestent surtout pour défendre l'identité de leur club. Régulièrement en opposition avec l'UEFA, notamment au sujet de la nouvelle Ligue des Champions. Ils ont également manifesté contre les nouveaux riches du PSG et Manchester City, le football populaire pour tous et surtout égalitaire. Avec le club, ils s'unissent contre les discriminations, notamment raciales et homophobes. Ce fut notamment du coup une surprise de voir Nmecha signer cet été, lui qui compare les relations homosexuelles à des cultes sataniques, tout en partageant des messages d'un éditorialiste américain qui se moquait d'un enfant transgenre. Ambiance. Dortmund avait consulté les supporters avant de ramener Götze de Munich en 2016, mais pas sur cette situation. Soit, comme souvent, les groupes de supporters se sont exprimés et ont eu droit à une conversation avec Watzke pour mieux comprendre. Ces inclinaisons politiques, il n'est pas toujours très à gauche. C'était un peu même plutôt carrément de l'autre côté. C'était un mouvement d'ultra à l'extrême droite qui était bien présent dans les années 80-90, avec une vague de hooligans présente au stade avec le groupe du Borussia Front. Grâce à un mouvement général en Allemagne qui penche de plus en plus à gauche, même si les dernières élections montrent plutôt l'inverse, la fréquentation du stade a grandement changé ces dernières années. Pour autant, ça n'a pas totalement éradiqué les néo-nazis et autres messagers de l'extrême droite, parfois observés dans le bloc 13 de la Sud-Tribune. Ils sont notamment débarqués en 2016 pour afficher les stickers d'Anne Frank avec un maillot de Schalke. Tout va bien, tout va bien. Un retour des hooligans qui est ressenti à travers les stades allemands et pas qu'en première division. Ces derniers mois, comme d'autres groupes de supporters à travers le pays, le mur jaune s'est distingué avec des jets de balles de tennis sur la pelouse, en opposition avec l'arrivée de l'investisseur extérieur dans le capital de la Bundesliga. Comme en France ou en Espagne, le CVC a tenté de racheter les droits de TV futurs contre un gros chèque. Opération grandement soutenue par le CEO des Jaunes et Noirs. C'est un peu ça aussi, Watzke, c'est pas très très fan. Ardument opposés au foot business, les supporters allemands voient leur arrivée comme une ouverture vers de futurs investisseurs et une perte de pouvoir des supporters au pays du 50+1. À Rostock, ils avaient envoyé une voiture télécommandée avec un fumigène. Le BVB et le HSV se sont laissés aller sur les banderoles, criant à une démocratie bafouée. Très impliqués avec la fondation de Black and Yellow du club, les supporters continuent de montrer leur grand cœur. Souvent en union avec les joueurs, même les anciens. Les résultats récents leur plaisent un peu moins, menant à de nombreux sifflets en début de saison. Avec Terzic, un ancien abonné du stade sur le banc, la direction s'est gagnée un peu de temps. Et jusqu'à quand va durer la patience du plus beau public de Bundesliga? Ouais, c'est clairement le plus beau public de Bundesliga, voire un des plus beaux publics d'Europe. Val, tu veux prendre une petite réaction sur la chronique de Tom? Ouais, juste rapido parce que j'aimerais bien qu'on évoque quand même juste le sujet de la potentielle arrivée, enfin de l'ouverture du capital de la DFB de la DFL, avec la potentielle arrivée de CVC. Évidemment, je trouve ça super, que les supporters des clubs de foot allemands aient fait de cette question un principe idéologique en fait, qu'ils en aient fait vraiment une question de principe et qu'ils veulent absolument rester sur cette règle du 50+1 et l'appliquer aussi, aux institutions. Je trouve que c'est une super chose. Après dans les faits, et j'en discutais aussi un peu avec David là-dessus, le deal qui était conclu avec CVC, apparaissait être quand même plutôt un bon deal. C'est-à-dire que le deal, donc les conditions, c'était 8% des parts sur 20 ans pour 1 milliard d'euros. Pour rappel, en France, on a fait 1,3 milliard d'euros pour 13% à vie. À vie. Donc voilà, c'est indéterminé. Les mecs, ils ont dit Le contrat a 1,3 milliard changé, je d'euros. pense. Il y a ça aussi. Le contrat a changé par rapport à la première proposition Oui, mais la de. proposition était beaucoup plus, sous-évaluée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'avérait qu'elle était même plutôt bien évaluée pour la Bundesliga, qui s'en sortait pas trop mal et qui, en fait, aurait plutôt correspondu à un espèce de prêt sur 20 ans qui aurait permis au club de se structurer, notamment en termes d'infrastructure. Voilà, il faut aussi savoir prendre le contre-pied et C'est le analyser Bayern à quoi ça représente. qui avait vraiment soutenu ça en disant que Oui, ça non, permet mais de. ce que je veux dire, c'est que les supporters de Dortmund sont beaucoup critiqués Watzke là-dessus parce qu'il s'est positionné en état particulièrement en faveur. Si tu te mets à la place de Watzke, qui est un pur financier, c'était un deal qui était très intéressant pour le club en tout cas. Donc voilà, il faut tempérer aussi. Le fait que ça soit autant soutenu par le Bayern, c'était un peu. Ça ne devait pas aider non plus, je pense, De toute là-dessus. façon, les gars, on n'est pas sur un débat pour le CVC ou pas, mais en fait, voilà, ce que voulait dire Val, c'est qu'il y a une guerre idéologique
en Allemagne entre voilà les concrets, les terre à terre, et puis potentiellement, on va dire ceux qui veulent mordicus que tout le pouvoir reste dans les mains des clubs, des supporters, des régions. Chacun se fera son avis. On en parlera, à mon avis, certainement plus longuement dans des formats courts ou dans un épisode peut-être du Comex, j'en sais rien, peut-être à venir. On aura le temps de développer le sujet. Pour finir, les gars, comme d'hab, est-ce que je peux avoir vos projections sur ce qui va se passer à votre avis à court et moyen terme au Borussia? Qu'est-ce qui serait le mieux selon vous? Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Allez-y, comme vous le sentez. Moi, je m'étais d'abord penché un peu sur les forums en me disant que ça me donnerait une petite idée et en fait, bon, ils sont tous assez d'accord pour dire qu'il faut changer d'entraîneur, ça c'est sûr, et changer de directeur sportif. C'est-à-dire que Kell, il est vraiment, sous pression, on en a parlé longuement et l'un des noms qui est avancé, c'est Markus Krösche de Francfort qui bosse quand même plutôt très bien, avec les moyens du bord, qui est vainqueur du coup de la Ligue Europa il y a quelques mois. Donc ça fait partie des propositions pour avoir une direction sportive plus pérenne, avec un Sain sur le banc pour entraîner pendant 3 à 5 ans. Et je pense que ça serait une très très bonne idée. Évidemment, il y a les puristes qui veulent le revoir Klopp revenir dans 1 an après sa petite pause. J'y crois pas du tout. Je le vois plutôt à la direction de l'Allemagne, etc. Mais je pense que le club va continuer un petit peu comme ça, à naviguer à vue. Le truc, c'est que j'en ai parlé avec Adam, je ne sais pas, Val, si on l'intégrera, mais il y a un problème avec Dortmund où ils sentent qu'ils ont été dépassés par d'autres clubs. C'est-à-dire que le Leipzig ou un Leverkusen, etc., semblent avoir pris le pas, ou même, enfin, Stuttgart, c'est sur une saison, on en a parlé dans l'épisode, mais c'est sur une saison. Mais est-ce que Dortmund est encore aujourd'hui le deuxième plus grand club, au moins sur le terrain d'Allemagne? Je sais pas. Et justement, il faut essayer de revenir un petit peu dans la danse et trouver d'autres choses à faire pour être plus serein sur le long terme. Donc je pense qu'il y a des changements à faire, mais ils vont rester dans le top 4 et continuer de faire leur petit bonhomme de chemin, je pense. Toi, Val, tu vois la même chose que Tom, pas d'inquiétude particulière? Ah non, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un renouvellement sportif. Je pense que bon, Edin Terzic aura fait ses 2 ans, il aurait fait des plutôt bonnes performances sur le papier, et uniquement sur le papier. Sébastien Kell, à moins qu'il ait un vrai plan à mettre en place, je vois pas ce qui pourrait être beaucoup mieux actuellement. Moi, je suis plus inquiet de manière plus générale. Je l'ai dit tout à l'heure, Watzke partira à la fin de l'année 2025, le 31 décembre Pour ses 20 2025. ans, 20 ans au club. Ouais, son mandat s'arrêtera là. Euh, 20 ans, tu l'as dit, au club, dans lesquels il a été prépondérant dans la réussite du club. Je ne sais pas qui le remplacera, je ne sais pas qui sera là. Probablement qu'ils vont sélectionner quelqu'un qui sera dans la continuité. Mais j'ose espérer pour le Borussia Dortmund que cette personne-là sera compétente et arrivera à faire quelque chose parce que c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à mettre en place. Et je suis pas du tout d'accord avec toi pour dire qu'aujourd'hui Dortmund n'est plus le deuxième club de Bundesliga. C'est évidemment le deuxième de très très loin. Il y a peut-être un petit creux sportif actuellement. Mais Non, mais si j'ai dit le... sur sportif, j'ai Ouais, pas ouais, dit sur le ouais. reste. Mais si le club, en fait, veut rester à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait un très bon remplaçant pour Watzke quand il va arriver et il va falloir aussi réussir à se renouveler un petit peu sportivement. Donc il y a des choses à faire. Après, on l'a dit, hein, les bases sont là, il y a un stade, il y a une situation économique qui est excellente, il y a des très bons jeunes joueurs, il y a un bon centre de formation, il y a plein de trucs sur lesquels s'appuyer, il faut juste mettre un petit peu de compétences qu'on a perdu ces quelques années avec Dortmund. Je noterai juste que le site du club parle de 4 piliers: authenticité, intensité, cohésion et ambition. Et justement, c'est peut-être ça le dernier qui manque, c'est un Ça veut peu rien d'ambition dire. et de cohésion, quoi. Non, mais C'est enfin, ce que j'allais dire. ils expliquent à chaque fois, mais c'est les grands mots de On tout le dirait un peu monde. les tableaux. On dirait un peu les tableaux quand tu rentres dans un salon Airbnb. Ouais, tu fais du team building. Tu sais, tu fais du team building. Non, mais en vrai, je pense que en faisant un petit mix de ce que vous avez tous les deux dit, on en est là. De toute façon, c'est ce que je disais un peu dans mon intro. Dortmund est à la croisée des chemins. Il va y avoir des castings très très importants à faire. Le remplacement de Watzke va être compliqué. On sait que les fins de règne dans le foot, qu'ils soient sportifs ou économiques, sont toujours durs à reprendre. Donc, on va être très attentif à ce qui va se passer en 2025. Très attentif aussi au côté sportif, parce que même si a priori il va pas y avoir de cata complète, voir ce qui va se passer avec Terzic, avec Kell. Moi, je serais un peu triste que Reus se barre par la petite porte juste parce qu'il y a une Et embrouille. Hummels. Au- Ouais, et Hummels. Enfin, donc voilà, on va être très attentif à ça. Juste un Merci à truc, tous. ils Ouais, ont vas-y. l'avantage d'être un club éminemment politique et hyper important en Allemagne, et c'est là-dessus qu'ils peuvent aussi s'appuyer. Oui, a priori, ils font pas, comme on l'a vu dans les années 2000, ils font pas banqueroute et ils auront les autorités publiques qui pourront les soutenir
S'il y a, Et s'il y a parce le moindre que, problème, de toute façon, gardera probablement son poste à la Fédé et à la Ligue, donc voilà, ils peuvent s'appuyer là-dessus aussi. ouais, ça va bien aider. Bon, bah merci les gars, c'était cool. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus sur Poteau Carré. J'espère que vous avez appris des choses sur ce club mythique allemand. Moi, oui. Nous, on se voit d'ici 15 jours et d'ici là, moi, je vais aller regarder dans les archives si je trouve pas un autre journal où je figure parce que je commence à y prendre goût à la célébrité. Le journal du Hard.